Embargo sur les armes. Embargo sur les armes en Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra s'active en faveur de la levée de cette sanction prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le bilan s'alourdit en Afrique du Sud au 5e jour des violences mardi soir. 112 personnes sont mortes. Les décès survenus, entre autres, lors de bousculades pendant les pillages. Et puis, célébration de la fête nationale en France, l'Élysée a renoué ce 14 juillet avec la tradition du défilé militaire, des festivités présidées pour la dernière fois de son quinquennat par Emmanuel Macron. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les violences en Afrique du Sud, nourries par un ras-le-bol général sur fond de crise économique, se sont intensifiées avec un dernier bilan mardi soir faisant état de 112 morts. Elles avaient commencé dans la foulée de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Les précisions. En pays zoulou, fief de l'ancien chef d'État Jacob Zuma, où il est emprisonné depuis jeudi, de premiers incidents limités avaient éclaté le lendemain, avec des routes bloquées et plusieurs camions incendiés. Mais en quelques jours, 27 personnes ont trouvé la mort dans la région, selon la police. À plus de 500 km de là, les violences et les pillages frénétiques se sont répandus dans la plus grande ville du pays, Johannesburg. 45 personnes sont mortes. La plupart des décès sont survenus lors de bousculades, pendant des pillages de magasins et de centres commerciaux, selon la police. D'autres sont aussi liés à des explosions de distributeurs automatiques de billets et à des tirs, a-t-elle précisé. Durement touchée par une troisième vague de Covid-19, l'Afrique du Sud, qui a atteint un chômage record à 32,6% depuis la pandémie, a imposé de nouvelles restrictions sanitaires fin juin. Dans ce contexte, des milliers de Sud-Africains ont fait la sourde oreille aux appels au calme des autorités et ont continué à affluer vers les entrepôts et les magasins, remplissant chariots et coffres de voitures. L'Union africaine a condamné dans un communiqué la flambée de violence qui a entraîné la mort de civils et des scènes effroyables de pillage, appelant à un rétablissement urgent de l'ordre. La police en sous-nombre a rapidement été dépassée et l'armée a été déployée avec 2500 soldats. Si les frustrations et la colère ont des racines politiques, aucune cause ne peut justifier ces violences, a fustigé le président Cyril Ramaphosa. Le parti d'opposition, Alliance démocratique, a annoncé une plainte contre plusieurs enfants de Jacob Zuma qui ont multiplié ces derniers jours les appels à la violence. Un convoi de 50 camions du Programme alimentaire mondial PAM en transportant 900 tonnes de nourriture et des équipements d'urgence est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré. Cette région de l'extrême nord de l'Éthiopie est en proie depuis 8 mois à une guerre marquée par des atrocités et par le spectre grandissant de la famine. Selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine au Tigré, mais l'aide humanitaire peine à céder à la région. Lundi soir, le Programme alimentaire mondial a annoncé dans un communiqué qu'un convoi de 50 camions était arrivé à Mekele, transportant 900 tonnes de nourriture et des équipements d'urgence. Mais cet organe de l'ONU affirme que le double de ce nombre de camions doit arriver chaque jour au Tigré pour répondre aux immenses besoins humanitaires dans la région. À Bruxelles, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé lundi ses membres à considérer l'adoption de sanctions contre le deuxième pays plus peuplé d'Afrique, affirmant que la situation n'a jamais été pire au Tigré. De leur côté, les États-Unis, alliés traditionnels de l'Éthiopie, ont à nouveau affirmé lundi que des actes de nettoyage ethnique ont eu lieu au Tigré et appelé toutes les parties à protéger les civils. Malheureusement, les combats ont repris ce mardi matin, signalent des sources. Cette nouvelle offensive intervient 2 jours après l'annonce, samedi, des résultats des élections parlementaires du 21 juin, où le parti de la prospérité de Abiy Ahmed a remporté une victoire écrasante.
Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre qui se présentait pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018 souhaitait obtenir l'onction populaire qui lui faisait défaut en cette période délicate. Des violences ethniques touchent plusieurs zones de l'Éthiopie et le sanglant conflit au Tigré a fait déjà des milliers de morts et des millions de déplacés, ternissant son image de jeunes dirigeants réformateurs. Ce journal se poursuit dans un quartier populaire de Tunis. Le docteur Kadi se rend au chevet d'un malade du Covid-19 pour une consultation qui ne lui coûtera rien, payée et organisée par une ONG qui espère ainsi désengorger les hôpitaux surchargés. Reportage. Neila, 28 ans, accueille avec soulagement le docteur chez elle dans le quartier de Boumel. Malade du Covid, elle s'est rétablie après un passage aux urgences hospitalières. Là-bas, des médecins lui ont fourni le numéro du Covidar pour suivre son mari, lui aussi contaminé par le virus. L'ONG, dont le nom est composé des mots Covid et Dar, maison en arabe, a été lancée en décembre 2020 par plusieurs associations caritatives. Elle est pilotée par des médecins et professionnels de santé. Beaucoup de patients tardent à se faire soigner faute de moyens. D'autres se rendent aux urgences à défaut d'avoir un suivi de proximité adéquat. Covidar vise à prendre en charge les malades au tout début de leurs symptômes dans le but de prévenir leur éventuelle hospitalisation et à leur prodiguer un suivi médical quotidien pour qu'ils puissent être soignés à la maison aussi longtemps que possible. Un service essentiel au moment où les hôpitaux tunisiens ne parviennent plus à soigner tous les malades et connaissent leur pire engorgement depuis le début de la pandémie. Au total, 140 médecins et infirmiers effectuent des visites médicales rémunérées grâce à des dons de particuliers et d'entreprises selon Covidar. Quelques 28 étudiants en médecine traitent les appels des malades via un numéro vert opérationnel 7 jours sur 7. Selon les derniers chiffres officiels, la Tunisie a enregistré près de 500 000 cas confirmés et 16 388 décès, dont plus d'une centaine enregistrés chaque jour, actuellement sur 12 millions d'habitants. Je le disais en titre, en République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra s'active en faveur de la levée de l'embargo sur les armes. Cette sanction a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra est rentré ce lundi d'une visite de travail en Angola. Selon le communiqué officiel, il a rencontré son homologue João Lourenço pour évoquer le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette rencontre intervient 2 semaines avant le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 29 juillet prochain, sur le régime de sanctions qui vise la République centrafricaine. Mandaté par ses pairs pour prendre en main la question centrafricaine, le président angolais est actuellement à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 2 mini-sommets des chefs d'État cette année, des échanges réguliers entre ministres. L'Angola est co-signataire avec le Rwanda d'une feuille de route appelant au dialogue. C'est une priorité car les principaux bailleurs de fonds conditionnent désormais le maintien de leurs aides au résultat du dialogue républicain promis par le président Touadéra. Luanda mène campagne en faveur d'une levée de l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui refera l'objet d'un vote à la fin du mois. Luanda rejoint ici la position de la Russie et de la Chine, estimant que la mesure empêche le gouvernement de se battre à armes égales contre les rebelles de la CPC, mais se heurte à celle des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, selon qui Bangui n'est pas en mesure de stocker, contrôler et tracer les armes pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. La France a renoué ce 14 juillet avec la tradition du défilé militaire à l'occasion de sa fête nationale, des festivités présidées pour la dernière fois de son quinquennat par Emmanuel Macron.
Cette année signe le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées. Mais l'accès au spectacle a été limité. Les spectateurs devaient être munis du pass sanitaire et porter un masque. La jauge dans les tribunes a été en outre fixée à 10 000 personnes contre 25 000 en temps normal. En 2020, en pleine explosion de la pandémie, le défilé du 14 juillet avait été annulé. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, remplacé par une cérémonie place de la Concorde. L'édition 2021 du défilé mobilise 5 000 participants, dont 4 300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Gagner l'avenir est le thème de cette édition 2021. En double référence à la bataille sanitaire menée par les Français, mais aussi à la nécessaire préparation des armes à des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie, selon le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Après le traditionnel défilé aérien ouvert par la patrouille de France, un contingent de forces spéciales européennes participant à la Task Force Takuba a lancé le défilé à pied sur les Champs-Élysées. 8 nations, France, Belgique, Estonie, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Portugal, Suède, contribuent à ce groupement initié par la France pour accompagner les forces maliennes au combat. L'opération française Barkhane au Sahel, qui mobilise aujourd'hui plus de 5 000 militaires, s'achèvera au premier trimestre 2022, a précisé mardi le président français. À l'issue du défilé, plusieurs animations seront proposées dans la capitale. Et puis l'ancien président américain George Bush a critiqué ce mercredi le retrait d'Afghanistan des troupes de l'OTAN. Il s'agit selon lui d'une erreur dont vont pâtir les femmes et les filles afghanes. Les femmes et les filles afghanes vont subir un préjudice indescriptible. C'est une erreur, s'est alarmé dans un entretien aux médias allemands Deutsche Welle l'ancien président George Bush qui avait envoyé les troupes américaines en Afghanistan à l'automne 2001 après les attaques du 11 septembre. Elles vont juste être laissées derrière pour être massacrées par ces gens très brutaux et cela me brise le cœur, a déploré l'ancien président républicain dans cet entretien accordé à l'occasion d'une visite d'Angela Merkel à Washington. George Bush dit d'ailleurs penser que la chancelière allemande ressentait la même chose que lui. Il rend hommage à la classe et à la dignité d'Angela Merkel, qui quittera la chancellerie à l'automne après 16 ans à la tête de l'Allemagne. La chancelière rencontrera jeudi à la Maison-Blanche le président démocrate Joe Biden. Le chef des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a passé la main ce lundi lors d'une cérémonie rappelant l'imminence du retrait définitif des troupes étrangères de l'Afghanistan où les talibans ne cessent de gagner du terrain. Ce passage de flambeau est une des dernières étapes avant le départ définitif d'Afghanistan des troupes étrangères censées se terminer d'ici fin août. Environ 2500 soldats américains et 7000 d'autres pays étaient présents en Afghanistan lorsqu'ils ont entamé début mai leur retrait. Ce retrait intervient en pleine offensive des talibans qui leur a permis de s'emparer de vastes portions du territoire face à une armée afghane désormais privée du crucial soutien aérien américain et qui n'a que peu résisté. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.